C'est parti depuis ce matin pour les activités de la 7e édition de la Semaine russe de l'énergie. Le thème de ce rendez-vous annuel est la coopération énergétique dans un monde multipolaire. Les experts du secteur énergétique échangeront sur les tendances mondiales de l'industrie énergétique et du secteur des carburants. La délégation malienne est conduite par le ministre Alou-Seni Sanou. Les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation ont échangé ce matin avec les membres du Conseil national de transition sur le document de l'avant-projet. Ousmane Issoufi Maïga et son staff ont fait le point du travail déjà mené et recueilli les propositions et suggestions des membres de l'organe législatif de la transition. Il y a une semaine, le gouverneur du district de Bamako a décidé de la fermeture de 7 parcs à bétail et d'ouvrir 2 nouveaux. Dans le cadre de l'opérationnalisation de ces sites, le ministre de l'élevage et de la pêche s'est rendu dans les marchés à bétail de Cathédrale, Sanangoroba et Zantigila. Le ministre Youbaba a échangé avec les autorités communales et recensé les difficultés pour la bonne marche de l'opération. 591 cas d'inondation faisant 75 décès et 148 blessés du début de la saison des pluies à ce jour. Le bilan a été donné ce matin au cours de la réunion hebdomadaire des membres du SECOGEC. Le gouvernement s'emploie à apporter de l'aide aux sinistrés et à prévenir d'éventuels cas. Très ravi de vous servir sur ORTM1. Bonsoir et installez-vous confortablement. Cadre d'échange entre les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation et les membres du gouvernement. C'était à la primature. Cet exercice se veut inclusif afin de parvenir à un document qui reflète les aspirations de toutes les sensibilités. Les membres du gouvernement ont réaffirmé leur soutien aux membres de la commission pour la réussite de leur mission. Le reportage de Mamari Koné dans nos éditions futures. Mais dans la matinée, ce sont les membres du CNT qui recevaient les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation. Les échanges ont permis d'accorder les violons sur bon nombre de propositions, des propositions qui devront servir à la finalisation de l'avant-projet de la Charte qui sera remis au président de la transition. On en sait davantage avec Aridjou Matina. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui est à pied d'œuvre depuis quelques mois, poursuit sa démarche participative et inclusive, à échanger avec les différentes couches du pays dans le but de prendre en compte leurs avis et suggestions pour l'élaboration du document de référence qu'est la Charte. Et le présent cadre de concertation de la commission concerne le Conseil national de transition. Les institutions de la République sont les piliers de l'architecture politique de notre État. Le Conseil national de la transition est l'une d'elles, a la particularité de jouer le rôle législatif à un moment crucial de la marche de notre pays avec la transition pour laquelle nos compatriotes attendent une transformation profonde de la société, la refondation de l'État, la fortification de la République et une nation malienne prospère et en paix. L'organe législatif représentant le peuple remercie la Commission pour ses différentes actions. La Charte doit énoncer de grands axes forts qui sont de nature à imposer la paix et à la maintenir. Le Conseil national de transition serait heureux de constater que l'avant-projet de Charte se soucierait d'eux. Ériger la promotion et la défense de la paix et de la réconciliation nationale au nombre des devoirs des citoyens prévus au chapitre 2 de la Constitution du 22 juillet 2023. Travailler à réconcilier réellement les Maliens en mettant en œuvre les principes prévus à l'article 33 de la Constitution, à savoir la solidarité, l'égalité, la justice, la protection et l'intégration. Accorder le pardon pour tous les cas qui ne heurtent pas la conscience collective. Toutes les forces vives que nous avons rencontrées, toutes les contributions que nous avons reçues, la justice était au centre. Nous avons été aussi au ministère de l'administration territoriale. Pourquoi? Parce que la gouvernance locale a été sérieusement interpellée par nos compatriotes.
Une question a été posée, est-ce que les éléments hostiles, n'est-ce pas, au Mali, que vous appelez le groupe armé, on peut donner tout cela? Comment faire? Ces questions étaient au centre du débat. Nous avons eu des propositions dans ce sens et nous allons faire des recommandations également dans ce sens-là. Composée d'éminentes personnalités du pays des différents secteurs, la commission en charge de la rédaction de l'avant-projet de la charte, dans l'exécution de sa feuille de route édictée par le chef de l'État, s'attellera à accorder une attention particulière à toutes les initiatives concourant à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation. La consultation des forces vives de la nation et la possibilité pour la commission de rédaction de recourir à des personnes ressources. De nombreuses contributions reflétant la diversité des points de vue et des attentes des différentes composantes de la population ont été reçues. Les questions relatives à la justice sociale, au climat politique et social, à la cherté de vie, à l'énergie, à l'insécurité alimentaire, aux groupes armés, aux personnes déplacées internes et aux réfugiés ont été évoquées. Oui, la démarche qui a été inspirée par le peuple malien et adoptée par les autres autorités de la transition, c'est cette démarche participative inclusive à tout point de vue, pour que tout ce qui se fait au nom du Mali, au nom du peuple malien, se fait d'abord par et pour le peuple du Mali. Voilà ce que je salue et c'est cette démarche qui a été majestueusement intégrée par la commission de rédaction. Le Conseil national de transition, qui a presque touché toutes les aspirations du peuple malien lors de ce cadre d'échange, a encouragé et réaffirmé son accompagnement à la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte pour sa démarche hautement patriotique. Et je vous l'annonçais dans les titres, ouverture à Moscou en Russie de la 7e édition de la semaine russe de l'énergie. Le thème est la coopération énergétique dans un monde multipolaire. Responsables politiques, dirigeants d'entreprises, experts du secteur énergétique échangeront sur les tendances mondiales de l'industrie énergétique et du secteur des carburants. Notre pays prend part à la rencontre à travers la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances. Alousseini Sanou a d'ailleurs participé ce matin à un panel sur le thème « Énergie faible en carbone, base d'un développement durable ». Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Tchédje Moussa Kamara. Elle fait partie des ressources les plus convoitées de la planète. Qu'elle soit fossile ou renouvelable, l'énergie constitue un élément central du développement de tout pays. Dans un monde où les besoins vont sans cesse croissant, la Russie invite à la réflexion sur le sujet. L'événement est un forum dénommé Semaine russe de l'énergie, un rendez-vous devenu en cette édition une des principales plateformes internationales consacrées aux questions d'actualité relatives au secteur énergétique et à celui des carburants. L'édition 2024 de la Semaine russe de l'énergie a pour thème la coopération énergétique dans un monde multipolaire. Tout le monde sait que nous avons des défis importants à relever au niveau mondial, notamment par rapport à la gestion des conséquences du réchauffement climatique. Donc l'énergie devient un enjeu majeur parce que nous constatons que les énergies fossiles augmentent donc le réchauffement climatique avec toutes les conséquences que nous connaissons, les inondations, les sécheresses, etc. Donc aujourd'hui, il s'agit de voir comment le monde peut s'organiser dans une coopération multipolaire pour pouvoir faire face à ces enjeux. Face à des responsables politiques, des dirigeants de grandes entreprises et autres experts du secteur énergétique, le président de la Fédération de Russie a fait l'état des lieux de la situation énergétique au niveau mondial, de la transition énergétique dans son pays, sans oublier le partenariat nouveau avec les pays amis en vue de les aider à développer des énergies propres. Nous savons qu'il y a aujourd'hui d'un côté les pays occidentaux qui sont assez jaloux donc de leurs acquis. Et nous avons le sud global qui est en train de se former autour des pays comme la Russie, la Chine, les BRICS, etc. Donc des pays qui sont en train de démocratiser les technologies de l'énergie et propre, l'énergie liée au lithium, au gaz naturel, l'énergie liée à l'énergie atomique.
Donc toutes ces richesses que nous avons aujourd'hui et qui doivent être partagées. Donc la question fondamentale qui se pose, c'est comment les pays peuvent harmoniser leurs efforts pour que la formation, le développement industriel, et la sécurisation et la sécurité autour de ces énergies puissent être partagées pour que chacun des pays puisse avoir accès à cette technologie et puisse développer l'énergie propre. Espace d'échange, de conclusion ou de consolidation d'accords de partenariat, la Semaine russe de l'énergie est aussi un haut lieu de réflexion à travers des panels sur diverses thématiques. Les énergies faibles en carbone, base d'un développement durable, était justement le thème d'un des tout premiers panels. Nous avons beaucoup de capacités en matière de développement agricole. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, comme tous les autres pays, pour pouvoir transformer les produits agricoles et créer une industrie de transformation qui va permettre de changer structurellement notre économie. Donc les sociétés avec lesquelles nous sommes en train de faire les transactions en matière de lithium, notamment la Fédération de Russie qui est un partenaire stratégique, parce que le président de la transition a bien voulu sérier les produits miniers, les produits comme l'uranium, le gaz, le lithium, sont considérés comme des produits stratégiques aujourd'hui et nous voulons faire des affaires avec des pays qui sont des pays amis dont la coopération est élevée à un niveau stratégique comme la Fédération de Russie. Dans le cadre de ce partenariat, nous envisageons donc de faire l'extraction des produits comme le lithium, son enrichissement au départ à 6%, afin d'aboutir dans un délai raisonnable de 10 ans à la fabrication des batteries sur classe. Pour un avenir pauvre en carbone, on retiendra que la plupart des pays font aujourd'hui le choix de l'énergie nucléaire. Leader mondial en la matière, la société Rosatom, initiatrice du débat, exporte son savoir-faire dans de nombreux pays à travers le monde. À noter que le programme de la Semaine russe de l'énergie prévoit pas moins d'une trentaine d'événements divisés en plusieurs catégories thématiques. Juste après la cérémonie d'ouverture, les membres du gouvernement ont eu une séance de travail avec des géologues russes. Et la bonne nouvelle est que ces derniers sont attendus à Bamako le mois prochain. Avec les techniciens maliens, il sera question de l'établissement d'une carte géologique complète pour notre pays. Un outil précieux dans le cadre de la recherche et de l'exploitation minière. La délégation malienne a saisi l'occasion pour faire le point de l'avancement du dossier avec le représentant de la société Rose Geologia. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, donne ici des précisions au micro de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Tchédja Moussa Kamara. Il était question dans un premier temps de faire le rappel justement de nos engagements. Et après ça, nous avons décidé d'avancer très rapidement. Et pour ça, Rose Geologia va envoyer une mission à Bamako courant octobre. Et cette mission, quand elle sera à Bamako, elle va travailler avec nos experts pour que nous puissions mettre à disposition l'ensemble des données. Et à leur retour, ils ont un délai de 2 semaines pour nous envoyer un plan de travail. Et ce plan va comporter donc le chronogramme pour la livraison des différents rapports et les coûts afférents. Et je dois aussi rappeler que déjà à la base, nous avions aussi convenu avec Rose Geologia que les données satellitaires dont ils avaient besoin pour faire leur travail devaient être fournies par Glavcosmos. Et les deux sociétés vont entrer en contact pour que rapidement cette question puisse être réglée. Rappelez-nous en quelques mots, qu'est-ce que cette société est en train de faire concrètement aujourd'hui pour le Mali? Et cette société va faire la cartographie géologique complète du Mali. Mais nous devons dire que déjà dans notre pays, il y avait eu des travaux à différentes échelles. Nous avons souhaité justement qu'il nous faut aller à une échelle qui puisse nous permettre d'avoir les détails au bout. Ce qu'on aura comme résultat, c'est vraiment une cartographie géologique complète de notre pays pour que nous puissions savoir exactement qu'est-ce que nous avons comme minerai dans quelle partie de notre pays. Et en images, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, portera la voix du Mali à la 79e Assemblée générale des Nations unies. Son intervention est prévue ce samedi 28 septembre. Il est accompagné par certains de ses collègues,
comme vous le voyez sur les images, dont le ministre de la Santé et du Développement social, Assaba Diallo Touré, qui a d'ailleurs pris part, à une réunion de haut niveau sur la résistance aux agents antimicrobiens. Elle a également rencontré la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordinatrice adjointe des secours d'urgence de OCHA. La deuxième rencontre de la ministre de la Santé a concerné la situation des déplacés internes et réfugiés. Le commissaire assistant aux opérations du Haut Commissariat pour les réfugiés, Assaba Diallo Touré, ont fait non seulement le point des interventions de l'organisation au Mali, mais aussi des défis urgents en matière de prise en charge des déplacés et des réfugiés. Le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali, CPU Mali, est le dernier né des structures relevant du ministère en charge de la réconciliation et de la paix au Mali. Le ministre Ismaël Ouagué a présidé ce matin la toute première session du conseil d'administration de la structure, un cadre approprié pour jeter les bases de la nouvelle structure qui se fixe comme objectif la consolidation de l'unité nationale. Le reportage de Nouhoum Sissoko. Créé en février dernier, le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali se veut un levier indispensable pour reconstruire le lien brisé par des décennies de crise, restaurer la confiance entre les différentes composantes de notre société, garantir un avenir où la paix sera un bien commun, partagé et consolidé par tous. La première session ordinaire du conseil d'administration de la structure s'attelle à mettre en place des stratégies pour son fonctionnement. La première session du conseil d'administration, c'est de permettre aux membres de se rencontrer pour la toute première fois, de se connaître et aussi de réfléchir un peu plus sereinement à comment est-ce que cette nouvelle structure doit être organisée et sur quelle base elle doit fonctionner. Notre pays traverse une crise qui a affecté pratiquement toutes les familles. Donc maintenant, c'est important qu'il y ait une structure qui va se charger de mettre en œuvre les différentes activités qui vont faire que le vivre ensemble va revenir et que les Maliens vont continuer à être une nation comme avant. Pour le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, cette session doit marquer le début d'une nouvelle dynamique dans notre quête de réconciliation nationale. Le centre doit devenir le moteur de cette dynamique en étant un centre de réflexion, d'action et de mobilisation pour tous ceux qui aspirent à la paix et à l'unité dans notre pays. Chaque décision que nous prendrons aujourd'hui doit être guidée par la volonté de construire un Mali plus uni, plus solidaire et plus résilient. Selon le ministre Ouagué, le travail à exécuter est énorme, mais qu'il est à la hauteur des ambitions que nous nourrissons pour notre nation. Un coup d'accélérateur au secteur agricole avec cette cérémonie de remise de tracteurs, de véhicules et de drones à l'Institut d'économie rurale. Un don du gouvernement qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des agriculteurs afin d'améliorer la productivité agricole. La cérémonie s'est déroulée hier en présence du ministre de l'Agriculture. Le reportage de Agibou Koulibaly. Avec son arrivée à la tête du département de l'agriculture, Daniel Simeon Clément s'est engagé à soutenir la recherche et le développement agricole. C'est dans cette optique qu'il a remis les clés de matériel roulant et de traitement phytosanitaire au directeur général de l'Institut d'économie rurale. Chaque année, 6 à 7 pays viennent au Mali et ils sont formés sur l'entretien des tracteurs, les accessoires des tracteurs par rapport à leur utilisation, les coûts, comment amoindrir les différentes combinaisons et autres. Cette formation est faite par l'intermédiaire du vieux tracteur qu'on a. C'est un tracteur qui a plus de 10 ans. Maintenant, Dieu merci, nous venons d'avoir un tracteur flambant neuf. Ça sera l'occasion pour que dans les années à venir, tous les pays qui reviendront pour la formation verront trouver que l'État a mis les moyens pour qu'on puisse avoir du nouveau matériel. Et voilà. Il y a également le second tracteur que nous pensons envoyer à Caille. Ce tracteur sera également d'un apport précieux pour la région de Caille. En ce qui concerne les drones, ces drones sont destinés à l'OPV, l'Office de protection des végétaux.
Ce geste s'inscrit dans une dynamique de mécanisation agricole destinée à soutenir les agriculteurs dans l'adoption de nouvelles technologies plus efficientes. Ces acquisitions contribueront fortement à améliorer l'efficacité des structures bénéficiaires, d'une part en facilitant leur mobilité dans le cadre de la mise en œuvre des activités de recherche et d'autre part en renforçant les capacités dans le cadre de la lutte contre les ennemis des cultures. Toute chose qui renforce la capacité d'action de ces structures à rendre service aux populations agricoles. Le ministre Kéléman a souligné l'importance de cette initiative dans un contexte où l'agriculture est un levier essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et booster l'économie nationale. Cet appui vient à point nommé pour le renforcement des capacités de certaines structures de mon département, notamment l'Institut d'économie rurale, le centre spécialisé sur la recherche du riz, l'Office de la protection des végétaux, qui joue un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs du programme PRSA. En outre, dans le cadre de la collaboration entre la République du Mali et la République populaire de Chine, la province de Shandong, qui a gracieusement offert 2 tracteurs au département de l'agriculture dans le but d'amorcer le processus de motorisation pour booster les activités de recherche agricole en République du Mali. Avec ces nouveaux matériels roulants et phytosanitaires, l'Institut d'économie rurale espère dynamiser les pratiques agricoles dans les zones rurales. Une nouvelle ère s'annonce donc pour les agriculteurs prêts à relever les défis de la modernisation. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré les différents directeurs régionaux des eaux et forêts pour leur expliquer les nouvelles orientations du président de la transition, orientations qui placent les eaux et forêts au cœur des priorités nationales. Ces derniers se sont engagés à jouer pleinement leur rôle sur l'ensemble du territoire national. Mohamed Kayantaou et Karunga Konate. La flore et la faune sont agressées au quotidien, ce qui occasionne la dégradation du couvert végétal, le pillage des ressources naturelles et forestières, une situation qui a même motivé le président de la transition à placer les eaux et forêts au cœur des priorités nationales. Pour une meilleure coordination des nouvelles orientations du gouvernement, le ministre en charge de l'environnement a rencontré les directeurs régionaux des eaux et forêts et les responsables de l'assainissement. Vous êtes les acteurs de terrain, c'est vous qui répercutez les orientations des plus hautes autorités que nous vous répercutons et c'est à vous de les traduire sur le terrain à travers les agents, à travers les cantonnements qui sont sous vos directions respectives. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis à différents niveaux, au premier rang desquels des défis sécuritaires bien entendu. Les orientations du ministre Samaké devant permettre de restaurer le couvert végétal et protéger l'environnement ne sont pas passés sous silence, même si l'heure n'est pas à la présentation du bilan à mi-parcours. L'occasion est donc offerte à la directrice générale des eaux et forêts d'évoquer quelques activités réalisées de mars à maintenant, sans oublier les contraintes. Les orientations données, particulièrement le 18 mars 2024 dans cette même salle, ont permis d'enregistrer des avancées significatives, portant entre autres sur la finalisation du processus de désignation des directeurs dans les nouvelles régions, l'inscription de la militarisation du service des eaux et forêts dans le plan d'action des recommandations du dialogue intermalien, le recrutement au concours d'entrée à la fonction publique. Quant aux contraintes, elles portent sur l'insécurité dans les domaines forestiers et fauniques, l'insuffisance des moyens de transport individuels et collectifs. La coupe abusive du bois, la mise en œuvre des plans d'aménagement et des contrats de concession, la vigilance dans les postes de contrôle, le contrôle minier, les plans sécuritaires et la faune dans l'espace AES sont les principaux sujets abordés. Vous avez besoin des moyens roulants et nous sommes au courant de ça. Il y a la vétusté des locaux aussi, pour certains d'entre vous. Nous sommes au courant de cela. Il y a le manque de personnel. Les choses vont aller de façon graduelle. On ne pourra pas régler tout du jour au lendemain, c'est clair. Mais on verra en fonction des urgences, au cas par cas. En tout cas, qu'est-ce qui est possible de faire à chaque niveau pour que vous puissiez être dans le minimum de conditions. Cette rencontre se tient un mois après la nomination du nouveau directeur dans les régions récemment créées et d'autres mouvements au sein du ministère. Et le ministre Samaké dit compter sur ses responsables pour la bonne exécution des orientations.
Vous vous souvenez certainement de la décision du gouverneur du district de Bamako de fermer certains parcs à bétail dans la capitale après l'attaque terroriste du 17 septembre dernier. De nouveaux sites ont été identifiés dans les communes de Kati, Sanangoroba et Zantigila. Dans le cadre de l'opérationnalisation de ces sites, le ministre de l'Élevage et de la Pêche s'est rendu ce matin sur les différents sites. C'était en présence de Bemba Sibi. Le ministre en charge de l'élevage sur les sites de recasement des parcs à bétail. À Kati, première étape de cette visite, il a eu des échanges directs avec le comité de gestion de ce parc à bétail. Un comité qui s'est dit prêt à accueillir les déguerpis. Nous sommes prêts à accueillir les déguerpis. Il y a suffisamment de places ici. Il faut que l'État nous aide à sécuriser les domaines du parc de Kati, qui fait l'objet des spéculations ici en aménageant les restes du site. Des inquiétudes relatives à l'aménagement de ce parc hebdomadaire qui sera désormais permanent parce que sur les 57 hectares mis à la disposition, seulement 8 hectares et demi sont aménagés. Pire, le site est agressé par des spéculateurs fonciers à telle enseigne que le point de débarquement des animaux est occupé en partie par des constructions. Le deuxième site de 20 hectares est situé dans la commune de Sanangoroba, précisément dans le village de Kabé, un site qui sera bientôt aménagé. C'est le même objectif pour le site de Zantigila où il est prévu un parc à bétail de 33 hectares. Nous sommes là pour sensibiliser les acteurs par rapport à ces déménagements d'abord. Les déménagements, ce n'est pas facile parce qu'on était déjà en pleine ville. Si on doit venir dans les nouveaux lieux, vraiment, ça demande beaucoup d'aménagement. Donc le gouvernement nous a promis d'aménager ces nouveaux sites en termes d'électricité, de toutes les commodités. Il est vrai que des travaux doivent être réalisés au niveau de ces sites pour vraiment l'accès de ces sites. La route, vraiment, c'est primordial, mais aussi des investissements importants que sont les adductions d'eau, mais aussi les parcs de vaccination et les rampes d'embarquement. C'est sûr que nous avons promis au nom du gouvernement de réaliser ces travaux essentiels au fur et à mesure. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que les autorités de Kati, les autorités de Zantigila, aussi bien que Sanangoroba, ont vraiment accueilli favorablement le déménagement vers leur site. C'est vrai qu'au niveau de Cathédrale, il y a beaucoup d'agressions. Déjà, le ministre en charge des domaines est en train de faire l'état des lieux de la situation. Il rendra compte à qui des droits et des dispositions seront prises. Après cette mission de sensibilisation, une autre sera entreprise, cette fois en direction des déguerpis des sites de Bamako. Pour rappel, la mise à disposition de ces parcs à bétail fait suite à la décision de fermeture de 7 marchés à bétail de Bamako. L'actualité à Koulikoro, c'est la tenue de la première session du comité de pilotage du projet dénommé Portefeuille thématique Climat Sahel. Ce sont plus de 7 milliards de francs CFA qui sont mobilisés pour la mise en œuvre du dit projet. Un projet qui a pour but de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Il couvre 4 communes du cercle de Koulikoro. Le projet est financé par l'agence belge de développement à travers le Royaume de la Belgique. Le reportage de Adama Traoré. Le projet portefeuille thématique Climat Sahel, PTCS, volet Mali, s'inscrit dans la lutte contre la désertification, les changements climatiques afin de renforcer la résilience de la population du Sahel. Ce projet aura vraiment un impact considérable. Tout d'abord, on va essayer d'accompagner pour la mise en place des commissions foncières villageoises. Et on va appuyer les Croxades, les Cloxades et les Kaoxades. Ensuite, le projet va aussi accompagner la restauration des terres dégradées. Ce projet d'une durée de 5 ans est financé par l'agence belge de développement Enabel à travers le Royaume des Pays-Bas. Il couvre 4 pays sahéliens, à savoir les nôtres, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso. Le COPIL est toujours un moment important pour échanger, pour discuter. Et donc, je suis sûr que, comme chaque fois, les discussions vont être enrichissantes et fructueuses. Et donc, je pense qu'on est ensemble pour mettre en œuvre ce beau projet. Les autorités régionales soutiennent ces projets qui visent à accroître
la résilience des populations face aux effets néfastes du changement climatique. Je me réjouis de la venue de ce projet dans la région de Koulikoro avec un budget de 11 500 000 euros. 7 543 555 500 francs CFA. À cette occasion, permettez-moi de remercier une fois de plus la coopération belge pour son engagement dans le développement de la région de Koulikoro en général. Le projet portefeuille thématique climat Sahel, PTCS, volet Mali, couvre 4 communes du cercle de Koulikoro. Il s'agit de Doumba, Koula, Srakorla et Neguetan. Le PNUD et l'ambassade des États-Unis unissent leurs efforts dans la lutte contre les changements climatiques. Cet engagement s'est matérialisé par la signature hier d'une convention de financement du projet Résilience climatique à Mopti. D'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet vise à atténuer les effets néfastes des changements climatiques dans les zones touchées par les conflits. Le reportage de Mamadou Fane. La lutte contre les effets néfastes des changements climatiques reste de nos jours une priorité pour chaque pays. Le PNUD, à travers sa promesse d'offre climatique, s'engage à accompagner le gouvernement malien par le projet Résilience climatique à Mopti, d'où la signature de l'accord de financement entre le PNUD et l'ambassade des États-Unis au Mali. C'est dans ce cadre que la proposition que nous avons faite au gouvernement américain s'inscrit et nous sommes contents que le gouvernement américain l'a étudié et l'a approuvé et a octroyé ce financement de 4 404 718 000 US dollars et l'équivalent d'à peu près 2,6 milliards de francs CFA au Mali pour la période 2024-2027. Et ce sera essentiellement mis en œuvre par le PNUD, bien entendu en état de collaboration avec les services centraux de l'État et aussi les collectivités locales de la zone de mise en œuvre qui est Mopti et ses environs. Le projet Résilience climatique à Mopti cible les zones urbaines, périurbaines et rurales de la commune de Mopti touchées par les effets du changement climatique et les catastrophes. Ce projet aidera les communautés de Bandigara et Mopti et des environs à mieux se préparer avant la prochaine crise. Plus de 5 000 personnes dans la commune rurale recevront les intrants agricoles nécessaires pour protéger leur culture contre les inondations. De plus, 1700 autres Maliens auront accès à des ressources pour créer et renforcer leurs moyens de subsistance. Le projet mettra à la disposition des bénéficiaires des intrants agricoles pour protéger leur culture contre les inondations et les sécheresses, leur accès aux ressources pour créer et renforcer les moyens de subsistance et l'acquisition de nouvelles compétences pour mieux se préparer aux catastrophes naturelles à venir. Les patrons du Mali rencontrent leurs partenaires techniques et financiers. Le but, réfléchir à des alternatives visant à créer un environnement propice à l'investissement. Au terme, il s'agira d'engager un processus de transformation et de modernisation de l'économie malienne. La cérémonie s'est déroulée hier dans les locaux du Centre national du patronat du Mali. Le reportage de Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. L'un des enjeux de cette rencontre d'échange et de partage avec les partenaires techniques et financiers est de recueillir leurs avis et suggestions afin de parfaire le travail du Conseil national du patronat du Mali. Occasion également de présenter le projet pour l'innovation et l'accélération de la transformation des entreprises au Mali. L'objectif, effectivement, est de pouvoir restituer au secteur privé son rôle moteur de la croissance et le développement social, comme la faible accès au financement et aussi la faible organisation professionnelle. Le Conseil national du patronat du Mali, pour sa part, reste mobilisé, notamment en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires et le développement des investissements productifs. Le projet PIAT est un élément important de notre démarche et un modèle de partenariat que nous souhaitons multiplier et pérenniser. Les partenaires du Mali, vous appuyez sur le CNPM. Nous sommes satisfaits du fait qu'il répond aux objectifs de la Banque mondiale en matière de développement du secteur privé. Et nous sommes également satisfaits du fait de la synergie entre le projet PIAT. Après la présentation du projet pour l'innovation et l'accélération de la transformation des entreprises au Mali,
les participants ont eu des échanges pour apporter leur contribution. L'objectif recherché par le Conseil national du patronat du Mali est de mobiliser le financement nécessaire au lancement du projet qui consiste à mettre un centre de promotion d'appui au secteur privé, restructurer les PME, ensuite l'accès au financement et enfin améliorer la visibilité des produits made in Mali. Et ces chiffres qui font froid dans le dos, 591 cas d'inondation faisant 75 décès et 148 blessés du début de la saison des pluies à ce jour. La région de Tombouctou arrive en tête avec 196 cas d'inondation. C'est ce qui ressort de la réunion des membres du Centre de coordination et de gestion de crises et catastrophes. C'était ce matin au SECOGEC. Le gouvernement s'emploie à apporter de l'aide aux sinistrés et à prévenir d'éventuels cas. Les explications de Daouda Kone. Tombouctou est la région la plus touchée par les inondations avec 196 cas du début de la saison des pluies à ce jour. Sur le plan national, il y a eu 591 cas, 250 305 personnes sinistrées et 75 cas de perte en vie humaine. Ces chiffres ont été présentés aux membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes lors de la 8e rencontre de ce cadre de partage d'informations pour faire face aux cas d'inondation. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est à pied dur pour pouvoir mener à bien ces travaux qui ont été lancés par le ministre d'État. Il s'agit de travaux de curage des collecteurs, d'abord sur le BCI, budget de l'État. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution de 97%. Au-delà de ça, avec le projet de résilience urbaine de Bamako, dans le cadre d'un partenariat avec la Banque mondiale. Donc le ministère est en train de suivre ces travaux aussi. On est encore à un taux d'exécution physique de 65%. Regroupant plusieurs départements et services techniques de l'État, cette rencontre a permis aux différents responsables de présenter la situation, chacun dans son domaine d'intervention. Aujourd'hui, le constat fait par notre département, c'est que dans la plupart des parcelles agricoles qui sont dans des zones d'inondation ont été affectées par des inondations, parfois temporaires, parfois permanentes, jusqu'à la période de décrue. Aussi, nous constatons que par endroits, il y a eu quelques récupérations de superficie, mais certaines superficies ne sont pas récupérables à ce jour. Et donc nous constatons que la montée des crues continue sur la plupart des grands cours d'eau sur lesquels nos aménagements hydro-agricoles sont réalisés. Nous avons donné à peu près 106 tonnes. On a remis ça à la disposition du ministère pour appuyer les populations sinistrées et pour le Mali. Pour rappel, les missions du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes sont entre autres organiser et coordonner la gestion interministérielle des crises et catastrophes, déclarer l'état de crise ou de catastrophe communale, locale, régionale ou nationale et solliciter les appuis nationaux et internationaux. Appel Mali forme les journalistes et blogueurs sur le traitement de la bonne information, surtout en période de crise. Ils ont surtout abordé le sujet relatif à l'intelligence artificielle afin qu'ils puissent éviter la manipulation, la désinformation et le mensonge. Appel Mali bénéficie du soutien de NDI, le reportage de Almouzer Al-Kamisayatara. Ils sont au nombre de 33, des blogueurs, des journalistes qui renforcent leurs capacités au cours d'une formation dédiée à l'utilisation à l'intelligence artificielle. Il s'agit de relever les défis liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mieux comprendre et de l'utiliser de manière raisonnable. Face à la complexité de cet outil, Appel Mali a initié cette formation afin de permettre aux participants de mieux comprendre l'IA et de l'utiliser de manière responsable. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme beaucoup plus pernicieuse de la désinformation à travers les deepfakes. Quelqu'un s'assoit derrière son clavier, il peut prendre le visage de Modibo, il fait dire à Modibo tout ce qu'il veut. Il peut même faire à Modibo tout ce qu'il veut.
Donc, il est important que les professionnels de la communication puissent être capables de déceler le vrai du faux. Au cours de la session, un membre d'Appel Mali présentera un réseau social 100% malien. Les participants seront également édifiés sur la lutte contre la désinformation et promotion de l'intégrité de l'information, une cause noble qui mérite une attention particulière selon les autorités. Il est attendu donc de ces blogueurs, journalistes d'apporter leur contribution et de donner de bonnes informations face aux défis du triptyque MDM, manipulation, désinformation, mensonge. La polyclinique Les Orangers a entamé lundi dernier la 3e édition de sa campagne de consultation ophtalmologique gratuite. Cette fois-ci, elle compte opérer 150 malades de la cataracte gratuitement et vise un objectif de 1000 consultations gratuites. La campagne durera 2 semaines. On en sait plus avec Barakissa Ouattara et Aboubakar Traoré. Située à Banankoro, à 25 km de Bamako, la polyclinique Les Orangers offre à nouveau une lueur d'espoir aux populations démunies confrontées à des pathologies oculaires. J'ai des problèmes de vision. Je vois mal de loin. Quand on m'a annoncé la campagne dans notre mosquée, je n'ai pas perdu de temps. On vient de me diagnostiquer la cataracte. Je remercie vraiment les initiateurs. Non, j'ai appris, il y a une consultation au niveau d'ici, à la polyclinique ici, à l'Orangers, je suis venu consulter. Très bon, dans un pays sahélien, on consulte chaque fois là, c'est très bon. Après la réussite des 2 premières éditions, la polyclinique a décidé de revoir ses objectifs. Pour cette 3e édition, elle compte pratiquer 150 chirurgies et l'objectif de consultation est d'environ 1000 personnes et de façon gratuite de la consultation jusqu'à la livraison des produits post-opératoires. Nous allons consacrer cette semaine à la consultation gratuite et à partir de lundi prochain, nous allons démarrer avec la phase de chirurgie. Et juste vous dire aussi que pour cette année, cette activité s'insère dans le cadre des activités du mois d'octobre qui est le mois de la solidarité en République du Mali. Donc ça colle avec les objectifs fixés par les plus hautes autorités de ces pays. La particularité, c'est que ça commence à devenir une règle. Et les gens nous sollicitent, il y a un engouement autour de ça. Et nous battons pour que cette politique gratuite des soins puisse faire partie vraiment de nos actions de tous les jours. La campagne de chirurgie gratuite concerne essentiellement la cataracte qui constitue la première cause de cécité au Mali et elle va durer 2 semaines. Lancement à Kita des activités de la 2e phase du projet émerge. L'objectif du projet est d'informer toutes les parties prenantes sur la problématique de la participation et l'inclusion des populations en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et des réformes en cours. Pour une durée de 4 mois, le projet couvre les cercles de Kita et Kaïa. Au RTM Kita, Mahamadi Alioubari. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de la 2e phase du projet Émerge de Temed. L'objectif du projet est d'informer toutes les parties prenantes sur la problématique de la participation et l'inclusion des populations en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et des réformes en cours. C'est une très bonne chose parce qu'appuyer une couche pour participer pleinement vraiment au développement, surtout au processus électoral. Le présent projet est en cohérence avec la volonté des partenaires techniques et financiers d'accompagner le National Democratic Institute NDI Mali et la transition en contribuant à la réalisation des activités liées aux réformes politiques, institutionnelles et électorales ainsi qu'à l'organisation des élections générales transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées telles que prévues par la feuille de route de la transition malienne. Il s'agira notamment de faire la promotion et l'éducation à la citoyenneté à travers une participation citoyenne aux différents processus électoraux, présidentiels, législatifs, communal, local, ainsi que le processus de révision des listes électorales, en mettant l'accent sur l'implication et la participation des femmes, des jeunes et des personnes ou groupes sociaux traditionnellement marginalisés ou exclus. Nous saluons ici l'apport de l'ONG Temed qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités de ces populations, en particulier les populations vulnérables
dans le processus électoral. Ce projet intitulé « Promotion de la citoyenneté pour une meilleure implication des groupes traditionnellement marginalisés dans le processus électoral et les réformes politiques et institutionnelles » couvre les cercles de Kita et Kai pour une durée de 4 mois. Il est mis en œuvre par TEMED et financé par NDI et ses partenaires à hauteur de 16 millions de francs CFA. En troisième région, plus de 100 enseignants des médersa et écoles franco-arabes de l'Académie d'enseignement de Sikasso ont bouclé ce dimanche une session de formation organisée par l'association Sanabil Mali, une session axée sur l'utilisation du curriculum et d'autres modules. On fait le point avec Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba depuis Sikasso. L'utilisation du curriculum dans les médersa et les écoles franco-arabes est le principal sujet au centre de cette session initiée par l'association Sanabil Mali. Il s'agit de la 11e semaine de formation pour l'appui et le renforcement des capacités des enseignants des médersa et des écoles franco-arabes. Le programme que les médersa utilisent maintenant, c'est le programme de date de l'année 2003. On a constaté que dans ce programme, l'objectif visé n'était pas atteint. Le thème de cette session est « Contribuons ensemble à construire la génération future ». La session a duré 6 jours et a regroupé plus de 100 participants venus d'une trentaine de médersa et d'écoles franco-arabes de l'Académie d'enseignement de Sikasso. Nous remercions les formateurs. Grâce à cette formation, on a compris que avec l'enseignement du curriculum, l'apprenant est au centre de son apprentissage avec des activités bien conçues. Donc, nous sommes à notre deuxième session avec l'association Sanabil, mais nous souhaiterons toujours d'autres formations, sessions de formation pour nous qualifier davantage. Les médersa auparavant étaient en marge par rapport à pas mal d'activités que nous menons. Et ça, c'est une initiative qui est venue et qui est saluée, qui va permettre au moins de relever ce niveau-là. La semaine de formation pour l'appui et le renforcement des capacités des enseignants des médersa et des écoles franco-arabes est sanctionnée par la remise des attestations de participation. Des tableaux d'honneur ont été aussi remis à certaines personnalités, dont le directeur de l'académie. Ce soir, dans la page invité de la semaine, Yaya Konaté reçoit le directeur général du PMU Mali. Fasseri Doumbia revient sur les grandes lignes des missions confiées à la structure qu'il dirige. Parmi ces missions, la mobilisation des ressources pour le trésor, le financement des travaux d'intérêt public et des œuvres sociales. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Nous faisons en sorte que chaque fois que nous avons une contribution à faire en matière d'œuvres sociales, que ça touche le maximum de Maliens. Quand on prend le ministère de la Santé et de la Solidarité, nous avons signé une convention, par exemple, avec ce ministère sur 5 ans, parce que nous estimons que, en intervenant avec ce ministère, nous parvenons quand même à soulager un grand nombre de malades. Et ça, c'est de façon anonyme. On sait donc, Monsieur le directeur, que les besoins sont énormes, les sollicitations nombreuses, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous comptez faire pour faire mieux, pour faire plus dans l'avenir ? Faire plus et mieux, nous avons déjà pensé à la création d'une fondation. C'est la fondation PMU Mali. Les textes sont presque prêts. Nous attendons simplement de transmettre ces textes aux administrateurs pour la validation et la création effective de cette fondation qui, en plus de la gestion des œuvres sociales, aura également pour tâche de voir comment mobiliser d'autres fonds parce que nous savons que les besoins sont énormes. Voilà l'invité de la semaine à mettre dans vos programmes de ce soir, juste après cette édition. Notre compatriote Ntata Samagé a perdu la vie au Gabon à la suite d'un incident. Le corps a été rapatrié au Mali. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine était cet après-midi à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour accueillir la dépouille. Moussa Agatayer a transmis aux familles du défunt les condoléances du président de la transition et du peuple malien. Le premier responsable du département des Maliens de l'extérieur a réaffirmé l'accompagnement des autorités de la transition
à nos compatriotes. Il s'exprime au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Nous sommes venus au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et au nom du gouvernement, accueillir la dépouille de notre compatriote décédé au Gabon suite d'un incident qui fait déjà actuellement l'objet du suivi entre le gouvernement du Mali et le gouvernement gabonais pour clarifier la situation. Mais d'ores et déjà, nous sommes là pour exprimer la solidarité des plus hautes autorités auprès de la famille qui est venue avec nous ici à cet accueil, la famille du défunt, les représentants de son village, les représentants du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, dont le président du Haut Conseil et l'ensemble de mes collaborateurs pour exprimer cette solidarité. La vision des autorités de la transition, pour ce qui est des Maliens de l'extérieur, c'est qu'aucun Malien, où qu'il soit, quelle que soit la situation dans laquelle il se retrouve, ne sera abandonné, ne sera oublié, ne sera négligé. Cette action de cet après-midi l'exprime valablement. Mais ce n'est pas que cette action. Nous avons déjà démontré cela par d'autres actions passées et nous resterons mobilisés pour être aux côtés de tous les Maliens, de toute notre diaspora, dans les bons comme dans les mauvais moments, mais surtout particulièrement dans les moments de détresse. Et nous entamons cette page spéciale AES par ce communiqué. La Confédération des peuples de l'AES, dans un communiqué déposé dans notre rédaction, dénonce et condamne avec la dernière rigueur toute tentative répétée de déstabilisation des institutions du Faso par des civils et militaires burkinabés en intelligence avec les mouvements armés et leurs sponsors. La Confédération des peuples de l'AES invite les peuples de l'AES en général et du Burkina Faso en particulier à la vigilance et à la mobilisation pour constituer un cordon de sécurité et de défense autour des autorités et des forces armées du Burkina et de l'Alliance des États du Sahel. Par ailleurs, le parti Sentinelle Malikura et l'association des griots de Ségou condamnent l'attaque terroriste contre l'école de gendarmerie de Faladje et l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Et on parle de culture. La commune de Safane regorge de nombreuses potentialités, parmi lesquelles les sites touristiques et culturels, notamment le Fienkan, le vestibule royal et les tombes royales. Nous sommes au Burkina Faso. Dans le reportage que nous vous présentons ce soir, vous verrez le mystère qui se cache derrière le Fienkan. Cette colline a très grande valeur aux yeux des habitants de Safane. Les trésors culturels connexes de Safane sont également mis au jour par la magie du son et de l'image. Nos confrères de la RTB, Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo, vous invitent à une immersion dans ce trésor caché. Au pied de cette élévation naturelle, ces personnes de ressources enclenchent une marche à la découverte du plus grand refuge du canton, le Fienkan. La montée est quelque peu épuisante, mais le délégué du chef de terre de Safane qui conduit l'ascension pédestre en est un habitué. Après une dizaine de minutes d'effort physique, voici la grotte qui servirait de cachette à toute la population de Safane en cas de danger. Et le danger, c'est un gros boa à l'intérieur qui a pour mission de le dissiper. Un boa que vous ne verrez pas pour des raisons de secret défense. Le reptile fait office de chef d'état-major des armées du canton. Il est investi de la toute-puissante autorité pour sauver Safane en cas d'attaque extérieure. Au-delà d'être un refuge pour tout Safane, Fienkan est aujourd'hui un lieu sacrificiel
pour les personnes en quête de santé, de fertilité ou d'ascension sociale. C'est une grotte qui peut contenir toute la population de Safané. Ça ne va même pas remplir. Ceux qui sont atteints de stérilité, ils peuvent venir ici demander et la grotte peut exaucer leurs vœux. Quand vous venez, donc il y avait des traces de voitures, ce sont des gens qui viennent consulter au niveau de la grotte et leurs vœux sont exaucés. Ici, il est formellement interdit de tirer un coup de feu, Fiékan étant le refuge et le symbole de la tranquillité. Fiékan n'est pas le seul site qui héberge l'originalité de Safané. Là, nous sommes au cimetière de la famille royale, situé à Massabé, ou le quartier royal. Quand nous regardons, la première tombe, c'est la tombe de Massa Suleiman. C'est le premier chef de canton. La tombe qui est là, c'est la tombe de sa maman. C'est Séré Bailly. Ensuite, cette tombe, c'est un de ses enfants. À côté de ce monde des ancêtres qui côtoie le monde des vivants, un vestibule chargé de symboles. C'est le boro ou le trône du chef. Sur le mur, de petites élévations qui s'apparentent à de la décoration. Il ne s'agit pas non plus d'une peinture murale. Chaque point représente les tout premiers cheveux et nombrils d'un fils de la localité. Une pratique pour amener toujours les descendants de Massa Suleiman au recours à la source. Chaque fils du quartier, chaque Séré, quand il naît, son premier cheveu, on enlève et en plus le nombril, on les mélange ensemble, mélangés à la terre et on vient coller ici. Même si la personne se trouve à l'extérieur, des milliers de cheveux qui sont là actuellement. Autre symbole de la royauté dans le canton de Safané, cette gigantesque place, elle aurait servi de siège au tout premier chef de canton. C'est le Massako. Un siège de repos et de distraction pour l'autorité royale. Et voici le tout premier puits de Safané, une source d'eau intarissable au dit de ses anciens. Comme quoi Safané est un antre des sites touristiques et culturels de la région de la boucle du Mohon. Et entre la culture et l'artisanat, le pont est très épais. Nous nous intéressons au vernissage d'une exposition en marge de la 45e journée mondiale du tourisme prévue ce vendredi 27 septembre. Cette exposition qui a pour thème Tourisme et paix entend mettre en évidence l'apport du tourisme en matière de promotion de la paix. Les détails dans ce reportage signé Salifou Belem et Moumouni Wanga de la RTB. Ces coups de ciseaux qui plongent le public dans l'univers touristique burkinabé, ou du moins dans sa représentation. Bienvenue dans cette galerie du Musée national. Ici, le guide du jour présente les potentialités touristiques du Burkina Faso aux visiteurs. Parmi ceux-ci, le président du Conseil supérieur de la communication, le ministre d'État en charge de la communication, le ministre en charge de l'urbanisme et le secrétaire général du gouvernement. Toutes choses qui témoignent de l'accent mis au sommet de l'État sur le secteur touristique. Aller faire du tourisme, c'est voyager, c'est rencontrer l'autre, c'est connaître l'autre, c'est apprendre de l'autre. Et tout cela participe de la construction de la paix. Des différents volets du tourisme en passant par les zones touristiques, les valeurs, les éléments favorables au développement du tourisme dont ceux sécuritaires, tout est égrené aux visiteurs du jour. Et l'occasion est belle pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit pour la paix et la sécurité afin que le tourisme burkinabé puisse davantage rayonner. Quand on dit tourisme, ça signifie voyage, ça signifie sécurité. Et nous avons des hommes et des femmes qui se sacrifient tous les jours pour que la sécurité revienne au Burkina Faso, pour que la paix revienne au Burkina Faso. Et cette journée mondiale du tourisme nous offre l'occasion, bien sûr, tout en mettant en exergue cette thématique-là, de leur rendre hommage et bien sûr de saluer leur sacrifice, parce que c'est grâce à ce sacrifice-là qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre en œuvre toute la politique dans le domaine du tourisme
Et surtout, c'est grâce à leur sacrifice que le Burkina Faso demeure la destination à ne pas manquer. Cette exposition se tient en marge de la 45e journée mondiale du tourisme, célébrée sous le thème Tourisme et paix. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir.